je vais d'abord passer la parole à Maxime Prévost, que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. Donc maintenant, vous le connaissez. Maxime, voilà, the floor is yours. Je ne sais pas si vous te mettre là, comme tu le sens. C'est bien? Oui. Attablé comme au bar. Bien, bonjour à chacun et chacune. Je reprends parce que, m'étant volontairement placé au fond de la salle pour écouter attentivement, j'ai pris quelques notes de ce qui avait été évoqué. D'abord, voilà, Maxime Prévost, 43 ans. Je n'y suis pour rien. Je viens de Namur, je travaille sur Bruxelles, président de parti, député fédéral aussi. Je remercie les organisateurs de m'avoir convié et singulièrement aussi Christophe de m'avoir éveillé à cet univers. Quelqu'un pendant la pause est venu me trouver en disant mais finalement pourquoi vous êtes là? Je crois que c'est une très bonne question parce que je confesse c'est probablement un des principaux ovnis de l'assemblée de ce matin et j'en suis peut-être assez fier. Pourquoi un ovni? Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'hommes et de femmes politiques jusqu'à présent qui sont en capacité d'expliquer ce que c'est que la blockchain et qui même, je le crois, en aient entendu parler. Au Parlement fédéral, ici, à un jet de pierre, à Bruxelles, il y a 150 parlementaires de ce qu'on appellerait en France l'Assemblée nationale. Je suis sûr que j'ai assez des doigts d'une main pour compter le nombre d'entre eux qui sont capables de pouvoir exprimer une opinion sur la blockchain. Je ne fais pas le fier parce que jusqu'il y a quelques mois, je n'en menais pas plus large non plus en la matière. Je pense qu'il faut qu'on ait l'humilité du côté du politique de reconnaître qu'il y a face à nous des enjeux que jusqu'à présent, on n'a pas encore correctement cernés et que donc cette modestie nous impose de pouvoir entendre, accompagner et si possible favoriser plutôt que d'avoir le réflexe tribal politique que l'on a régulièrement qui est de cadenasser, de réfréner quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on catégorise mal. Parce que je suis persuadé que le débat sur la blockchain, si on doit maintenant sonder les cœurs et les reins des parlementaires, des gouvernements, il risquerait très vite d'être biaisé en voyant celui-ci comme étant une technologie se déployant dans le secteur des banques ou des assurances, bref, dans ce monde financier, avec donc un biais de perception qui serait certainement celui de se dire voilà encore des technologies destinées à maximaliser le profit, à éluder le fisc, à favoriser la fraude, et donc il nous faut lutter contre. Et ça, c'est un des risques que j'identifie dans le cénacle politique aujourd'hui, c'est l'absence de maîtrise du concept, l'ignorance, appelons un chat, qui amène alors à avoir une démarche régulatoire excessive, plutôt qu'en saisir l'opportunité pour transformer et faire société. Et je le confesse, on doit y être attentif. Alors probablement que le fait d'avoir, en ce qui me concerne, après mon master en Sciences Po, réalisé une spécialisation en droit des nouvelles technologies, m'a éveillé plus que d'autres parlementaires de longue date à tous ces enjeux qui me titillent l'esprit et qui m'amènent à dire on doit demain être des élus avant-gardistes et pour une fois tenter d'être les locomotives plutôt qu'à chaque fois siéger dans le dernier wagon du train. Parce que face aux évolutions sociétales, et surtout quand elles sont fondées technologiquement, il faut reconnaître que les parlements à travers le monde, c'est pas une exception belge, ont tendance souvent à subir et donc à réagir a posteriori, et pas souvent très bien, plutôt qu'à favoriser et permettre l'éclosion de nouvelles opportunités. De nouvelles opportunités de business, c'est pas un gros mot, de nouvelles opportunités aussi d'emploi, de formation. Et à une question qui m'était posée tout à l'heure, et finalement, que peut faire aussi le politique hic et nunc, et on pourrait demain déjà percevoir au mieux que cette révolution n'est pas celle d'une frange de geeks ou de simples niches, mais que c'est potentiellement un projet qui peut fédérer et mobiliser un territoire. Aujourd'hui, si je prends la ville-région de Bruxelles, capitale européenne, deuxième ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï, avec hélas un taux de chômage important chez les plus jeunes, mais pourtant des jeunes qui, s'ils n'ont pas
tous à Bruxelles les diplômes plus classiques auxquels nos parents ont aspiré, sont dans une effervescence extraordinaire et une agilité folle sur le plan des nouvelles technologies. Pourquoi demain ne pas vouloir faire de la capitale européenne qu'est Bruxelles, voire de la Belgique, la Silicon Valley de la blockchain? Pourquoi ne pas se donner ça comme ambition et aligner alors les politiques publiques pour soutenir le développement des initiatives, aligner les universités et les hautes écoles pour dispenser les formations appropriées, pour donner à notre Interland tous les outils et se distinguer à l'échelle à tout le moins européenne, si pas davantage, en la matière? Pourquoi alors ne pas favoriser dans les soutiens, les primes qui sont octroyées pour lesquelles on est là d'une créativité folle, un focus spécifique orienté sur la blockchain? Et à la crainte que j'avais aussi spontanément, mea culpa, confessé à M. Junqueras tout à l'heure, qui est de dire, mais est-ce qu'on ne risque pas alors de favoriser l'éclosion d'emplois pour élites intellectuelles qui maîtrisent tous ces concepts? Et il me dit, mais n'oubliez pas qu'à chaque fois qu'il y a une grande révolution, ça a d'abord en premier lieu mobilisé des ingénieurs, des informaticiens, des gens qui étaient à la page sur toutes ces technologies, qui étaient fort agiles, mais après l'opérationnalisation, la mise en œuvre, ça a permis aussi à des gens moins qualifiés de pouvoir bosser, de pouvoir générer après l'emploi. Donc je pense qu'on doit du côté politique arrêter d'être à côté de ces évolutions et essayer pour une fois d'être dans l'anticipation de celles-ci. Maintenant, si je devais débattre avec des parlementaires, je suis persuadé qu'il y aurait 2-3 remarques qui arriveraient très vite. Outre l'incompréhension, la crainte du rejet, la crainte d'un outil de fraude, il y aurait incontestablement le problème du développement durable. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre d'une question d'un panéliste. J'ai entendu les réponses, j'y souscrivais plus ou moins, mais à l'heure où beaucoup considèrent que la croissance de la valeur, que la croissance des ressources n'est peut-être plus compatible avec les enjeux de développement durable, de préservation du climat ou de la biodiversité, qui est là, très largement à l'agenda de tous les parlements européens et du monde. Certains plaidant, c'est mieux, j'ai mis de mal le prononcer, plaidant même pour la décroissance. De quelle manière va-t-on rendre intellectuellement compatible pour les élus ce phénomène d'aspiration à la croissance grâce à des technologies qu'ils ne maîtrisent pas? Et il n'y a rien que déteste plus un homme politique que de ne pas maîtriser quelque chose, ou en tout cas de feindre de le maîtriser. Ça fait bien longtemps que l'économie a supplanté le politique dans bien les secteurs, reconnaissons-le. Mais donc c'est un élément, comment réconcilier le développement de la blockchain et des opportunités nouvelles par rapport à ces préoccupations qui sont à l'agenda politique, qui sont légitimes sur le plan humain aussi, hein, parce que je rappelle souvent, quand on dit la Terre est en danger, la Terre a connu des ères glaciaires dont on n'a pas le souvenir, des réchauffements bien plus larges que ce qu'on connaît maintenant, elle est toujours là. Ce qui n'est plus là, ce sont des espèces. Et donc l'enjeu, c'est de s'assurer que la nôtre ne sera pas la prochaine à ne plus être présente. Et donc c'est un vrai questionnement humain que cette conciliation entre les deux. La crainte aussi que le nouveau schéma financier que pourrait offrir le potentiel de la blockchain ne vienne anéantir finalement les fondements traditionnels de notre économie, des budgets de l'État, de la manière dont les banques centrales fonctionnent, et donc finalement fragiliser ce que sont les mécanismes traditionnels des finances publiques. Dans une perspective de grande fragilité de surcroît et donc de grande crainte de la part de l'ensemble des États. Et donc là aussi, c'est un élément auquel il faut être attentif pour pas qu'il y ait un réflexe de conservatisme. Les élus ont trop souvent ça, tout parti confondu, et donc c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel, et je remercie Christophe d'y contribuer, ma présence en est un signe, le responsable au sein de notre centre d'études aussi de toutes ces technologies nouvelles est aussi présent, parce qu'on veut s'imprégner de ces défis, les incarner et pouvoir être une lumière au sein du Parlement pour éclairer l'ensemble des collègues sur ces questions. L'enjeu aussi, vous l'avez évoqué, c'est la valeur. On avait un débat pendant la pause sur finalement pourquoi est-ce que tout doit toujours être monétarisé.
Pourquoi est-ce que la valeur doit toujours avoir finalement un pendant financier? Beau débat philosophique de surcroît, dont je n'ai pas le temps de traiter dans les 10 minutes qui m'ont été imparties, mais on évoquait la panne de Facebook. 7 milliards de pertes, 6 ou 7 en l'espace de quelques heures. Alors j'entends bien que le jour où il y a une grande panne mondiale d'électricité, ce ne sera pas la première des préoccupations de celles et ceux qui ont des blockchains, mais quoique, si demain toute l'économie connaît ce basculement avec les crypto-monnaies, je peux vous dire que ce sera une sacrée préoccupation pour beaucoup de monde, beaucoup d'États, et donc il ne faut pas le nier. Parce que là, on a parlé que d'une panne. Mais demain, si le prochain virus qui atteint la planète, créé par l'homme dans un laboratoire chinois, selon la légende urbaine, n'est plus un virus d'impact sanitaire, mais un virus créé par l'homme dans je ne sais quel laboratoire qui soit informatique, à l'échelle planétaire. Est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque de fragilité majeure d'une société qui a décidé de basculer vers un mécanisme de blockchain? Je ne suis pas en train de jouer au gourou de la peur, je dis juste que nous devons collectivement anticiper ces questions pour rassurer. Parce que sinon, certains dans les assemblées notamment vont s'appuyer sur ces craintes et en tirer prétexte pour réfréner le développement du blockchain. Et quelqu'un a évoqué tout à l'heure dans les débats qu'il y avait finalement un élément clé sur lequel reposait comme précepte fondateur toute cette démarche. C'est la confiance. C'est à la fois ce qui est le plus beau, mais ce qui est le plus fragile. On dit souvent, elle se gagne par goutte, mais elle se perd par seau. Et donc, c'est un enjeu majeur de pouvoir créer les conditions de la confiance pour garantir alors le développement harmonieux de ce mécanisme. Et ça, les hommes et les femmes politiques ont un rôle à jouer dans les propos qu'ils tiennent, dans la volonté de présenter l'enfant positivement plutôt que de mettre en exergue à chaque fois ses écueils. Et donc, être un mandataire politique, c'est aussi être une parole qui porte. Et on espère qu'elle est entendue. Et donc, ça fait partie, me semble-t-il, du rôle, puisque c'était la question, que peut faire un président de parti, un mandataire par rapport à ce défi de la blockchain, c'est aussi d'avoir des propos qui rassurent, sans être angélique et béat, qui permettent alors de créer ces conditions de la confiance et donc de l'éclosion de l'écosystème. C'est d'en faire aussi une priorité dans les réflexions sociétales de demain. On a des partis politiques en Belgique et en Europe de manière générale qui incarnent beaucoup un passé, des enjeux d'hier, beaucoup plus qui n'esquissent les défis de demain. Je termine donc, puisqu'on me fait le petit signe adéquat, pour dire que je crois dans l'apport technologique. Je crois dans la capacité de faire société autrement grâce à ces évolutions technologiques. Je crois aussi, comme élu, que si on veut favoriser le développement des opportunités derrière les préceptes et la logique de la blockchain, que l'on doit, sans naïveté, en débattre plutôt que subir, accompagner avec volontarisme alors et faire en sorte de créer des projets à l'initiative des parlements et des gouvernements, avec les financements adéquats, avec des expériences tests dans nos administrations. Moi, à Namur, dans ma petite commune, on l'a fait avec un enjeu de ramassage des déchets qui donne des monnaies virtuelles également, qu'il est possible d'échanger. Donc, très localement, ça peut être matérialisable pour les gens. C'est les gens, ils ont besoin presque de toucher, de palper le concret. Sinon, ça reste très conceptuel, très virtuel. Et alors, c'est le danger, c'est quand on ne comprend pas quelque chose, on le rejette. Et donc, notre gros défi, c'est de faire en sorte qu'on ne le rejette pas, qu'on l'accepte et qu'on le développe. Merci de votre attention.